aura, donc aujourd'hui une, présentation de la ville de Lyon portant sur, One Health, un défi pour les collectivités. One Health, donc santé animale, santé humaine, santé des écosystèmes et donc c'est en termes de concept, on a une définition maintenant qui commence à se préciser, mais ce qu'on voulait aujourd'hui, c'est voilà, présenter, une des actions, comment la ville de Lyon finalement elle aborde, de ce concept transversal pour en faire des actions, pour le traduire dans des actions très concrètes, des réflexions très concrètes, notamment sur les parcs urbains, en rassemblant plusieurs acteurs. Donc je vais laisser la parole à Diana Sepulveda de la direction de la santé, au service santé environnement de la ville de Lyon. Et encore une fois, n'hésitez pas à utiliser le chat à la fois pour vous présenter, pour vous poser vos questions. On aura une présentation de 20-25 minutes. On finira par un échange et jusqu'à 9h45. Voilà. Est-ce que Diana, je peux te laisser la parole? Oui, merci. Bonjour à tous et à toutes. Merci au CEREMA de cette invitation. Mon nom, c'est Diana Sepulveda. Je suis biologiste et ingénieur de formation. Et je travaille à la direction de la santé dans le service santé environnement. Anciennement, en fait, notre direction s'appelait direction de l'écologie urbaine et on a changé récemment d'appellation. Maintenant, c'est la direction de la santé. Voilà. Alors, c'est vrai que One Health, c'est un concept, c'est un mot, une petite phrase, je peux utiliser ce mot-là, qu'on écoute depuis longtemps, surtout après le Covid. Et pour nous, en fait, nous, les collectivités, on est la clé de ce concept. Pour moi, c'est plutôt une action qu'un concept. Alors, voilà, je vais vous présenter un peu comment on était en train, nous, en fait, de prendre en compte cette approche à la ville de Lyon. Alors, c'est au milieu des années 1800 que l'idée de One Health a été déjà lancée par un médecin, en fait, pathologiste et polonais, Rudolf Virchow. Et lui, il disait qu'entre la médecine humaine et la médecine animale, il n'y avait pas, en fait, une ligne de démarcation. Et il disait que l'objet était différent, mais que l'expérience soutenue constitue la base de toute médecine. Là, on a commencé déjà à parler à cette époque. Et après, en fait, peu à peu, moi, j'ai mis quelques dates, parce que, évidemment, aujourd'hui, je ne vais pas parler de One Health. On commençait en fait à voir dans le monde, à parler de la grippe aviaire, à parler du SARS, MERS, Covid, à parler de la fièvre du Rif, d'Ebola. Alors, tout ça, en fait, il a alerté la communauté scientifique et on commençait en fait à avoir une alliance entre l'Organisation mondiale de la santé et aussi l'Organisation mondiale l'Organisation mondiale de la santé, pardon, et l'Organisation mondiale de la santé animale. Et c'est après en fait les années 2004 que on commençait à parler et à dire que la santé humaine et la santé animale, il y avait un lien aussi avec la santé des écosystèmes. Et c'est vrai qu'au niveau de... Et à ce moment-là, c'était vers les années 2007 qu'il y a eu une alliance tripartite entre la santé végétale, la santé animale et la santé mondiale et humaine. Et là, en fait, avec le Covid, qu'on l'avait vu, en fait, nous, on a tous souffert ça. Il a donné un petit pouce à ce concept One Health. Et là, en fait, on a les Nations Unies, en fait, le programme des Nations Unies, en fait, ils sont mis en place, en fait, aussi dans cette alliance tripartite, l'environnement, en fait, la santé de l'environnement. Et c'est là qu'on est aujourd'hui, en fait, dans cette alliance quadripartite. Et maintenant, on avance plus et on parle d'écologie de la santé. Ça veut dire qu'on va prendre l'individu dans son groupe social, l'interaction avec son environnement, en fait, très proche.
Et c'est là, en fait, qu'on dit maintenant, en fait, que tout ça nécessite un décloisonnement, en fait, disciplinaire et sectoriel. Et là, en fait, je vais vous raconter comment, en fait, nous, la ville de Lyon, on essaye, parce que nous, on est un service d'hygiène et de santé. Ça veut dire qu'on travaille plutôt dans le curatif, on travaille plutôt à court terme qu'à long terme. Alors, vous allez voir un peu l'évolution, comment on essaye, en fait, de travailler plus à long terme et en préventif. Alors là, je vous mets un peu, en fait, là, qu'on voit partout, en fait, ce concept de One Health, que là, on dit que la santé des humains, la santé des animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, que la santé des plantes et de l'environnement plus proche, bon, y compris les écosystèmes, aujourd'hui, j'ai parlé d'écosystèmes urbains, sont étroitement liés et interdépendants. Et c'est le Covid qui nous avait pris ça. Mais maintenant, on parle aussi de perturbateurs endocriniens, on parle aussi de certains facteurs environnementaux aussi qui ont une influence dans notre santé. Les fameux, en fait, concepts exposome aussi, que c'est la trace qui peut laisser l'environnement dans l'humain de sa conception jusqu'à la mort. Alors, c'est quelque chose aussi qui maintenant, il prend aussi l'ampleur dans tous les colloques. Et on essaye aussi de prendre en compte ces facteurs environnementaux qu'on sait qu'il y a une influence très forte dans notre santé. C'est vrai que cette approche, en fait, pour moi, c'est une approche très, très, très complexe. Mais pourquoi? Parce que cette approche, cet concept, c'est très proche de la réalité. Et c'est là que ça le rend très complexe. Alors, au niveau de notre direction, on avait commencé un peu à se poser la question de façon différente. C'était vers l'année 2014-2015 avec mon ancienne directrice Sophie Pamiès. Et, parce que on parlait beaucoup de l'adaptation en fait au climat, évidemment au changement climatique. Et alors, il y avait différents enjeux adaptation au climat. Moi, je parle par rapport à la biodiversité urbaine. Alors, on végétalisait partout. On parle aussi de rendre fonctionnels les corridors écologiques. Si on peut utiliser un autre mot, c'est la trame verte et bleue. Alors, à ce moment-là, on s'est posé la question à l'époque, hein, mais ces biodiversités urbaines, on ne parle pas beaucoup des liens, les liens des risques sanitaires, les liens sanitaires qu'il y avait entre ces biodiversités urbaines et la santé humaine. Mais c'était à l'époque, c'était 2014. Alors, à ce moment-là, en fait, on avait dit, et il manque, afin qu'on puisse aborder cette biodiversité urbaine de façon pluridisciplinaire, il manquait un peu ce côté des liens sanitaires à l'époque. Alors, il a maintenant, en fait, on a construit ça à notre travail parce qu'on est en train de voir comment cette approche One Health, en fait, comment on peut faire cette lecture d'écosystème urbain à travers de cette approche One Health. Et c'est vrai que dans un écosystème urbain, on a différents composants, évidemment, et qui vont interagir entre eux-mêmes. Bon, là, on a découpé tout ça. Et bon, on a découpé peut-être, c'est non exhaustif, il manque, hein, mais bon, c'est un exemple. Et c'est là qu'on est en train de travailler maintenant, en fait, dans notre direction de la santé. Et là, on a dit, pour comprendre ces interactions, on ne peut pas travailler tout seul. Alors, il faut travailler en fait de façon interdisciplinaire. Bon, là, je vais vous parler, parce que la diapo d'avant, en fait, on avait vu, il y a même le bâtiment, il y a les milieux qui soient aquatiques, terrestres. On a, bon, c'est vrai que je ne parlé pas beaucoup, mais bon, là, c'est vrai qu'on a une macrobiodiversité, et dans la macrobiodiversité, on a toutes ces espèces en jeu qui nous posent des problèmes. Il y a aussi des espèces qui sont aussi indicatrice de la qualité des milieux aussi. On a, bon, ça c'est pour nous, en fait, on est en train de voir notre domaine, il y a tous ces animaux domestiques, et les nouveaux animaux de compagnie aussi, on a des espèces vectrices de maladies, on a, bon, l'espèce humaine.
On a aussi une microbiodiversité qui va interagir aussi dans ces milieux urbains. On a la partie de la microbiote que c'est très intéressant par rapport à la qualité des sols aussi au milieu urbain, que maintenant on est en train de parler des fermes urbaines en fait à Lyon. On a tous ces côtés aussi des champignons, des virus, des bactéries, des parasites. Bon, c'est non exhaustif. Alors, c'est une microbiodiversité qui va interagir aussi avec ces macrobiodiversités. Et où est-ce qu'on va interagir dans un biotope urbain, en fait, qui a des milieux qui soient aquatiques, terrestres, atmosphériques, aussi les bâtiments. Il y a aussi le microclimat urbain qui va avoir aussi un impact important, la qualité des sols. Là, en fait, nous, on est dans ces réflexions-là, mais aujourd'hui, en fait, je vais vous parler un peu de les espèces un peu en jeu, biodiversité urbaine. Alors là, nous, à Lyon, qu'est-ce qu'il y en a? En fait, bon, là, il y a des exemples, hein, il n'y a pas mis toutes les espèces que ça peut nous poser, en fait, un problème au niveau de, que ce soit la santé humaine, même la santé animale et la santé de l'environnement. On a la présence en fait des rongeurs parmi les ragondins. On est en train de travailler aussi les rats. Vous allez voir après dans un projet que je vais vous montrer. On a aussi en fait dans nos milieux urbains en fait des espèces vectrices de maladies comme c'est le moustique tique, ça pose un peu de problèmes dans toutes les régions maintenant. Et on a aussi les tiques. Mais bon, là, j'ai mis plutôt l'isode résinus, mais on peut parler aussi des Yaloma marginatum, d'autres types de tiques qui sont en train d'avancer dans d'avancer en France par rapport au changement climatique. Diapo suivante, c'est un peu un constat. Alors, nous, à travers de ces constats, on avait dit, il peut nous faire aussi, à l'époque, pour nous faire aussi entendre, parce qu'on est quand même un service communal d'hygiène, et, et là, qu'on vient en fait un peu avec cette expérience de contrôle, cette expérience décorative, on avait en fait essayé de créer un petit message en train de dire que on voudrait favoriser ces natures en ville, mais tout en limitant les expositions aux agents biologiques pathogènes, allergisants et toxiques. C'est-à-dire qu'on ne voudrait pas venir dire il ne faut pas planter, il ne faut pas végétaliser, au contraire, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il faut qu'on se mette tous à table pour pouvoir travailler d'une façon raisonnée. Alors, à ce moment-là, et avec comment on dit, cette approche de dire on voudrait favoriser, mais il faut tout en limitant aussi ces problèmes qu'il peut avoir au niveau de la nature en ville. Alors, il y a différents projets qui sont nés, qui sont émergés. Il y a des projets que nous, on pilote la direction de la santé, mais il y a des projets que nous, on participe en copilotage. Là, il y a un projet, en fait, qu'on est en train qu'il est lancé et il est en cours, en fait, qu'on est en train de travailler. C'est regarder, faire une évaluation, en fait, des risques sanitaires et environnementaux liés à la présence des cyanobactéries. Parce que voir avec le changement climatique qu'on est maintenant, bon, à la ville de Lyon, c'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps, en fait. On a tout un historique de, tout un historique de surveillance de certains, en fait, lots de surface par rapport à la pression des cyanobactéries. Alors, on avait décidé d'aller plus loin, de comprendre, en fait, ces biotopes, que c'est les milieux aquatiques. Mais nous, on ne pouvait pas le faire tout seul. À ce moment-là, en fait, on a invité des chercheurs à travailler avec nous. Et on travaille avec une école, en fait, des ingénieurs de Lyon, l'ISARA. Ces projets, on est en train de les travailler avec eux. Il y a le projet erratique, que je l'expliquerai après. Et c'est ce projet qui a donné lieu, vous allez voir, qui a donné lieu à cette, comment dire, à cette réflexion de voir le biotope urbain de façon différente.
On a un projet qui est né l'année dernière. On s'est posé des questions par rapport aux risques sanitaires liés au pollen de proximité, c'est-à-dire les graminées. Alors là, on travaille avec le Réseau national de santé aérobique, le RNSA, parce que on parle beaucoup de pollen, évidemment, mais c'est de ces pollens de proximité, on parle moins. Et à savoir qu'on est en train de végétaliser et on utilise beaucoup de graminées, qui c'est des graminées exotiques parce qu'ils sont très jolis, ça fait un paysage très joli et ça résiste aussi aux fortes températures. Alors, on est en train de voir comment peut-être ces pollens de proximité peuvent avoir une influence ou non de la santé des riverains à côté. On a un projet, on a avancé dans le projet et maintenant on a deux projets. Un projet qui c'est un projet européen que on participe en copilotage par rapport à la présence en fait des rongeurs dans les parcs urbains. Je vais le montrer après. Et tout ça, en fait, on a créé avec les espaces verts qui savaient déjà en fait une atlas des données énorme par rapport aux espèces en fait lyonnaises qui sont en fait sur le biotope urbain lyonnais. Et là, on avait proposé en fait à la direction des espaces verts d'inclure aussi les données des espèces en jeu, ces espèces que nous, en fait, sur le terrain, on était en train de faire la gestion en fait de la direction de la santé. On est là, on est en train de travailler cet outil qui c'est quelque chose, moi, des trucs très importants pour pouvoir, en fait, à la fin, croiser les données et créer des indicateurs de qualité des milieux qui soient écologiques et qui soient sanitaires. Alors, c'est quelque chose, en fait, qu'on est en train aussi de développer avec la direction des espaces verts. Alors, tous ces travaux avec les sciences appliquées, avec les chercheurs, ça va nous aider en fait, bon, déjà, établir un diagnostic fonctionnel des espaces verts, je vous le dis tout à l'heure, avec cet atlas de la biodiversité lyonnaise. Ça va nous aider aussi de comprendre comment les biotopes urbains lyonnais, ils peuvent favoriser ou non certaines espèces en jeu, en fait, parce que je suis en train de parler c'est mon domaine, en fait, à la direction de la santé. Comment pour favoriser ou non, comprendre, en fait, ces facteurs abiotiques ou abiotiques de notre écosystème urbain pour le développement de certaines espèces. Alors, il y a ce moment-là, tout ça, ça va nous aider après dans l'aménagement urbain, quand on va, en fait, c'est des questions, mais bon, c'est plus loin, mais bon, c'est pas grave, je peux vous parler aussi maintenant. C'est poser les bonnes questions quand on va aménager un site ou quand on va végétaliser par rapport à la présence de certaines espèces qui sont déjà, comme le ragondin, exemple, qui s'est déjà adapté, en fait, au milieu urbain lyonnais, au moustique tigre, ou le frelon asiatique, ou la présence des rats, etc. Alors, c'est ça, en fait, aujourd'hui, je vais vous parler des deux exemples, en fait, par rapport à ces projets. Et ces projets de la caractérisation du risque lié aux tiques, des sodes résineux, en fait, dans les parcs périurbains et urbains, en fait, c'est de là qui est né, pardon, l'idée de travailler avec les chercheurs. Ça, en fait, nous, à l'époque, c'était l'année 2017, ouais, par là, 2017, on avait les associations des malades de Lyme ils venaient chaque fois taper la porte de l'adjoint à la santé à l'époque, parce qu'on n'avait pas un élu à la santé, on avait un adjoint à la santé à l'époque, pour dire qu'il y avait des tiques partout à Lyon, parce que les espaces verts, ils ne coupaient pas les herbes, ils laissaient beaucoup de herbes en fait un peu très hautes. Et là, c'était fait exprès pour les pollinisateurs à l'époque, et maintenant aussi. Alors, il disait qu'il fallait couper, ou sinon, il fallait mettre comment dire, des, des informations partout qu'il y avait des tiques dans les parcs lyonnais. À ce moment-là, en fait, on avait décidé, on ne va pas non plus stigmatiser les lieux, on ne va pas non plus laisser, en fait,
de faire une gestion raisonnée des espaces verts. Alors, à ce moment-là, on avait décidé de travailler en fait avec des chercheurs qui connaissaient en fait l'éthologie, le comportement de la tique, pour voir si dans nos espaces verts à Lyon, on avait le cycle complet de la maladie de Lyme, en fait, s'il y avait ce cycle complet. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas travailler nous tout seuls à l'intérieur de, en fait, entre Amoros de Lyon, parce que moi, je vous montrais tout à l'heure qu'on était en train de rendre fonctionnel les corridors écologiques. Alors, on pouvait voir qu'il peut avoir aussi des passages de la faune sauvage, du ballon lyonnais, en fait, là où il y a la biodiversité vers Lyon, on ne savait pas hein, à l'époque. À ce moment-là, on a invité aussi à la métropole de travailler avec nous. À l'époque, bon, il y avait aussi l'ARS, il y avait l'Hospice civil de Lyon, évidemment Betagro, INRAE, que c'est eux les spécialistes par rapport à l'éthique, au comportement d'éthique. On avait commencé en fait à travailler cette approche environnementale, cette approche sanitaire par rapport à la présence en fait d'éthique. Et à un moment donné, plus on avançait dans notre réflexion, on avait dit, en fait, on avait besoin aussi de communiquer et de communiquer aussi, en fait, de donner réponse à les associations de malades de Lyme. Alors, à ce moment-là, en fait, on a inclus cette approche sociologique. Il y a des chercheurs maintenant de Sciences Po, en fait, qui sont avec nous pour pouvoir communiquer, et même des spécialistes aussi de communication de l'INRAE qui sont avec nous pour pouvoir en fait déjà comprendre en fait ces représentations du risque des Lyonnais, comprendre aussi comment les Lyonnais ils perçoivent aussi ces natures en ville. Alors maintenant en fait c'est un projet qui est né l'année 2019, pardon. L'année 2018, on avait commencé une étude de faisabilité pour voir s'il y avait des tics. Non, voilà, on a fait en fait une année un peu de collègues d'éthique. Il y avait la présence d'éthique plus importante dans les parcs périurbains et dans les parcs urbains. Et maintenant, en fait, on fait déjà la communication par rapport à la présence d'éthique dans nos parcs périurbains urbains de la métropole. Hein. Et on avance dans ces projets-là. Maintenant, la perspective, c'est aller plus loin. Et on est en train de faire un gradient, en fait, qui vient du monde lyonnais jusqu'au intramuros de la ville de Lyon, en fait, des espaces verts, pour voir, étudier si ces corridors écologiques qu'on est en train de développer, il y a une influence ou non sur la présence d'éthique. Voir aussi les petits qu'on peut trouver dans les parcs urbains. Est-ce que c'est les oiseaux ou c'est les rongeurs qui peuvent le disséminer? Et à ce moment-là, en fait, c'est ce projet-là européen qu'on est en train de travailler en fait dans le parc de la Terre d'Or. Hein. C'est là que c'est la recherche parce que c'est la seule ville qui est en train de travailler ce projet européen par rapport à la description, à la typologie de parc. Et là, on est en train de voir en fait cet effet de dilution et amplification qu'on a tellement écouté quand il y a eu le problème de Covid, voir comment en fait certains pathogènes ils peuvent en fait se véhiculer dans une famille en fait différentes familles de rongeurs. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que ce n'est pas moi la spécialiste par rapport à ça, mais c'est comprendre vraiment les liens entre ces biodiversités urbaines et les maladies infectieuses, ce projet-là. Bon, là, c'est un peu les objectifs au niveau de parc lyonnais, mais quelque chose que c'est très important. On voit au troisième, en fait, carré, c'est tester des scénarios de gestion de la biodiversité des rongeurs. Là, c'est aussi un projet où il y a les trois approches environnementales, sanitaires et sociologiques. Cet projet et aussi le projet d'erratique, en fait, au niveau d'éthique, d'éradication d'éthique. C'est des projets, en fait, qu'à la fin, voir l'importance des acteurs et voir, en fait, la diversité d'acteurs. Là, on peut parler de co-construire ensemble,
en fait, déjà, en fait, une méthodologie de gestion de notre biotope urbain, mais aussi un langage, en fait, qui soit adapté pour les usagers de ces milieux, en fait, par rapport à la sensibilisation sensibilisation du risque. Alors, nous, dans ce projet-là, en fait, on avait vu qu'il y avait certains points de vigilance, évidemment, parce que il y a, c'est dès les aléas, en fait, qu'on apprend. Et quelque chose de très important, c'est que quand on avait vu, quand on commence, en fait, à monter des projets, en fait, scientifiques, les sciences appliquées, pardon, excusez-moi, les sciences appliquées, en fait, dans nos biotopes urbains, il faut toujours que les objectifs soient clairs pour tout le monde. Il faut que l'acteur, en fait, il voit les différents acteurs, ils voient leur place dans ces projets, en fait, qu'on va développer avec eux. Alors, il faut que ces objectifs soient partagés, clairs. Il faut que ces projets-là, ils partent aussi d'un état des lieux déjà fait par rapport aux besoins de milieu, par rapport aux besoins de nous, les collectivités, les besoins aussi des scientifiques, d'avoir des lieux d'études, les besoins aussi de la population lyonnaise. Et quelque chose qu'on avait vu que ça nous poussait en fait, qu'il faut être vigilant aussi, c'est le temps, parce que le temps politique, c'est pas pareil que le temps scientifique et le temps des citoyens. Alors ça, c'est quelque chose aussi à tenir en compte. Et après, évidemment, la communication, la sensibilisation et la formation, il faut qu'ils soient ciblés et adaptés au public, évidemment. Et quelque chose qu'on avait vu aussi, pardon, un point important, c'est que pour communiquer par rapport à ces espèces en jeu, il faut toujours communiquer avec le cycle biologique de l'espèce. Et on le voit aussi avec les moustiques. Le moustique, il a besoin de lieux humides, alors on communique par rapport à ces milieux humides, qu'on dit qu'il faut être sec avec les moustiques parce qu'ils ont besoin de l'eau pour pouvoir se développer. Diapo suivante, j'ai presque fini. On a trouvé aussi des freins, évidemment. La réglementation, elle n'est pas toujours applicable sur le terrain. On parle des espèces en jeu, des espèces nuisibles, mais on parle aussi à l'époque, hein, quand on avait commencé aussi avec la loi pour la biodiversité. Et alors, il y avait une ambiguïté. Il y a des demandes qui sont contradictoires, évidemment, qui soient des côtés des cellules, qui soient aussi des côtés aussi de nos citoyens. On a dans nos collectivités un management vertical que ça aide pas non plus par rapport à travailler en mode projet. Le fonctionnement en silo aussi, ça pose beaucoup de problèmes. Les moyens, évidemment. Et aussi les différentes échelles de travail, il faut les prendre en compte quand on travaille la gestion des espèces en fait qui peut nuire les trois santé. Parce que les espèces, en fait, c'est un être vivant qui va bouger, qui va se déplacer. Alors, il faut prendre en compte toute cette échelle, que ce soit métropole, que ce soit région. Voilà, là, c'est un peu la cartographie des acteurs avec lesquels on est en train de travailler la gestion des espèces en jeu. On a beaucoup les sciences appliquées dans nos terrains, dans les espaces lyonnais, dans les écosystèmes urbains. Et on ne peut pas travailler sans les sciences appliquées, qui soient le scientifique qui va étudier en fait l'espèce dans ces milieux urbains, qui soit le scientifique aussi qui va étudier cette approche des risques, cette approche de nature en ville. Et là, il faut savoir aussi que là, cette comment dire, étude de cette dynamique au milieu urbain, c'est la science qu'on appelle, c'est la science qui l'étudie, c'est l'écologie urbaine. Et même, en fait, nous, on a deux scientifiques qui sont en train de travailler avec nous. Serge Moron, que c'est un scientifique qui siège le comité, en fait, des experts de One Health au niveau international. Et on a aussi Benjamin Roche, je ne sais pas, peut-être vous les connaissez, Benjamin Roche aussi, qui est un scientifique
aussi français qu'il siège le comité de Presod. De Presod, c'est, c'est une entité, en fait, c'est créé par la France et l'Allemagne. C'est un groupe des experts qui sont là aussi pour aider en fait, c'est surtout dans les pays en voie de développement. Là, il y a des ressources importantes pour la planète, comme l'Amazonie, voilà. Ils sont en train de créer, en fait, d'aider à de créer des actions, pardon, des actions et aider en fait à ces réflexions-là par rapport à la prévention des maladies zoonotiques. Que les maladies zoonotiques, c'est des maladies qui sont transmises, en fait, c'est des pathogènes qui sont transmis à l'homme. Et là, en fait, comme la leptospire, par exemple, c'est une maladie zoonotique qui est transmise de rongeurs à l'homme. Alors, les hantavirus aussi, des rats à l'homme. Là, nous, on a la chance d'avoir ces deux chercheurs de taille internationale avec nous dans nos groupes de travail. Il y en a aussi d'autres chercheurs, évidemment. Mais là, c'est pour dire qu'on ne peut pas travailler tout seul. Nous, tous ces acteurs, on les pas trouvés tout de suite quand on avait commencé le projet. C'est petit à petit qu'on a créé ces cartographies d'acteurs et qu'il va continuer évidemment à évoluer parce on a besoin de sciences appliquées dans nos espaces urbains et pour comprendre une espèce comme le ragondin, exemple, on ne peut pas faire les mêmes, voir la même, comment dire, vision du ragondin dans son milieu naturel que dans son milieu urbain. Là, on avait vu aussi, on pilote aussi, on a un copilotage, la direction de la santé avec le réseau français des villes de santé de la OMS. On a commencé en fait à travailler comment on peut nous en fait se poser les bonnes questions par rapport à la gestion de ces espèces en jeu dans une approche en santé. Et là, c'est dans ces groupes-là qu'on a les deux chercheurs aussi. En fait, on a invité aussi Serge Moron et Benjamin Roche, ils sont avec nous. Ils sont en train de parrainer notre groupe. Et là, en fait, on est en train de travailler un protocole. On a commencé, en fait, ce groupe de travail l'année 2021. Voilà. Et là, on est en cours de réflexion. Voilà. Et le périmètre des thématiques, bon, c'est les espèces que j'ai parlé depuis tout à l'heure, que ce soit les moustiques, les rats, les rondins, les punaises de lit, que ça pose beaucoup de problèmes aussi maintenant, les pigeons, que ce soit les chenilles processionnelles, les tiques, etc. Et aussi, en fait, dans ces périmètres de thématiques, on a aussi les espèces végétales au pollen allergisant. Et on a ajouté aussi les espèces végétales toxiques, maintenant qu'on est en train de parler de végétaliser les cours d'école dans différentes villes. C'est des choses qu'il faut prendre en compte parce qu'on utilise beaucoup des espèces qui sont des espèces des fois exotiques qu'on connaît moins, son comportement en fait dans le milieu urbain, dans les milieux urbains français. Et aussi en fait, des fois on a des espèces qui peuvent être toxiques. Et on avait vu passer en fait à Lyon par rapport au projet d'école de végétalisation, on avait passé certaines espèces que ça peut être toxique pour les enfants. Bon, et pour tout le monde, mais surtout plus la taille, bon ça, il peut l'avoir, c'est pas moi qui le spécialiste pour ça, mais ça dépend aussi de la taille de l'enfant, combien il pèse, voilà. Voilà, on arrive aux conclusions. On ne peut pas, en fait, il faut prendre en compte la santé environnementale. On voit que comprendre ces biotopes urbains, c'est très important. Quand ces biotopes urbains, il y a un déséquilibre, évidemment que les composants à l'intérieur vont être en déséquilibre aussi. Vous avez vu, on avait besoin beaucoup de ces recherches dans nos espaces en ville, dans les espaces urbains pour comprendre comment fonctionne cette écologie urbaine, en fait, cet écosystème urbain complexe, et aussi cette écologie de la santé, prendre l'individu dans ces milieux. Voilà, bon, au niveau de l'approche d'une seule santé, on sait que elle met l'importance à l'environnement, en fait, et que en fait, cet environnement en bonne santé
et la santé animale et la santé humaine ils vont être en bonne santé. Il y a une intersection entre eux. Mmh, pour nous, les services de et santé, il faut qu'on passe de la gestion monodisciplinaire à une gestion multidisciplinaire. Et ce concept de One Health, en fait, maintenant, dans notre contrat local de santé, en fait, est le corps du contrat local de santé de la ville de Lyon. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions. J'espère que c'était clair. Et merci. Oui, c'était très clair. Merci beaucoup, Diana, pour cette présentation. C'était très clair et très intéressant finalement de se poser les bonnes questions, de savoir, de voir que végétaliser, réintroduire du vivant en ville, ça constitue beaucoup d'enjeux et que vous faites des démarches finalement scientifiques qui serviront à tout type de collectivité. Il y a le milieu spécifique lyonnais, mais d'autres Mm, collectivités aussi auront des enjeux différents, mais en termes de méthode, de méthodologie, de réflexion et d'accès à la caractérisation des enjeux par les scientifiques, votre démarche peut s'appliquer à tout type de collectivité. Donc tout à fait. merci beaucoup.